Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire Quand l'appétit va sous va, dont le titre est un hommage à Obélix qui chante un ode à la nourriture dans l'épisode Astérix et Cléopâtre, dans la version animée. Avec moi aujourd'hui, il y a Cyrielle Vipré. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Oui, alors je suis lectrice, animatrice France Mobile pour l'ouest de la Rhénanie du Nord-Westphalie et je suis basée à l'Institut français de Düsseldorf. Voilà, enchantée. Thierry Gérant est avec nous également aujourd'hui. Bonjour. Bonjour à tous. Thierry Gérard, je suis actuellement l'intendant de l'ambassade de France à Berlin. Et pour vous cadrer un petit peu, j'ai commencé au départ comme chef de cuisine ici pendant 5 ans avant de passer intendant. Donc, mon métier de base, c'est chef de cuisine. Voilà. Je suis ravie que vous soyez là et donc on se retrouve tout à l'heure. Je vais vous présenter le menu du jour. D'abord, je vais vous parler un peu de la nourriture en France. Ensuite, on vous présentera des activités pour vos élèves autour de la cuisine. Et enfin, Thierry nous retrouvera pour qu'on lui pose quelques questions sur le travail de cuisinier. Avec nous, dans l'ombre, il y a toujours Capucine Valois qui coordonne les webinaires de l'Institut français d'Allemagne. N'hésitez pas à lui signaler tout problème technique. Elle essaiera de vous aider à les résoudre. On va commencer avec une petite mise en bouche. Je voulais d'abord vous demander, vous poser une question qui est: que veut dire bien manger? Pour cette question, je vous propose 4 réponses. La première serait bien manger veut dire manger à sa faim. Est-ce que bien manger, c'est manger bio et local? Est-ce que bien manger, c'est manger des produits sains, donc qui sont bons pour la santé? Ou est-ce que manger, c'est manger de bons plats, manger pour le plaisir? À cette question, on pourrait bien sûr répondre oui à toutes ces réponses. On pourrait essayer de se demander comment classer ces 4 réponses avec des petites cartes, donc comme ceci, qui correspondent aux items, en se demandant quelle est la réponse qui est la plus importante pour nous et quelle est la réponse qui est la moins importante. C'est une activité qu'on peut mener en classe en faisant des petits groupes d'élèves et en demandant à ces groupes de trouver un consensus pour répondre à cette question. Et ensuite, on peut mettre au tableau ces cartes. Pour chaque groupe, voir quelle est les réponses qui ont été produites. J'ai mis un petit exemple fictif où on aurait affiché les cartes au tableau avec la réponse la plus importante en haut et la réponse qui semble la moins importante en bas. Et ça peut être intéressant en classe de discuter des similitudes et des différences qu'il y a dans les réponses. Ainsi de voir quel est notre rapport à l'alimentation. Je pense que là, l'idée, c'est moins de dire qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse que de s'interroger et d'essayer d'échanger ensemble sur cette question et de voir que l'alimentation, c'est un domaine absolument complexe qui recoupe la notion d'un besoin vital, mais aussi d'un plaisir, et que l'alimentation touche aussi bien à notre santé qu'à l'environnement. Après cette petite mise en bouche, je voulais vous parler de ce qu'il y a dans l'assiette des Français. Alors on pourrait en parler des heures, et là j'ai essayé d'aborder quelques points sur cette question. Avec une petite question que je vais vous poser. À votre avis, quel est le plat préféré des Français? Je vous propose 3 réponses pour cela. Est-ce que le plat préféré, ça serait le coq au vin?
est-ce que le plat préféré serait le magret de canard, donc qui est la poitrine de canard, de ces canards qui sont gras, donc qui sont gavés, ou est-ce que c'est la soupe à l'oignon? Alors, je vois quelques réponses. J'essaye de trouver la tendance. Je vois pas mal de B, de C. Donc voilà, donc je vais vous montrer le résultat d'un sondage qui a été fait par l'agence OpinionWay pour une agence de voyage. Et donc, on voit que c'est le magret de canard qui arrive en tête de ces sondages. Alors, bon, c'est une étude qui date de quelques années. Voilà, on peut se demander aussi si c'est encore d'actualité. Cela dit, ce que je trouvais intéressant dans ces réponses, c'est qu'on voit quand même beaucoup de la culture française, c'est-à-dire que on voit que dans les plats cités, il y a de nombreuses viandes différentes, donc le veau et l'agneau, qui sont des viandes qui sont peut-être moins consommées en Allemagne. On peut voir aussi qu'il y a le couscous, donc que la cuisine maghrébine fait partie de la culture française. Voilà, que la culture a été pleinement intégrée voilà, aux plats qui sont appréciés des Français. Bon, il faut bien dire que ça, c'est un sondage sur ce qu'on aime. Je pense que, comme dans beaucoup de pays européens, et à voir la façon dont les rayons de supermarchés ont été dévalisés, je pense que les Français consomment aussi beaucoup de pâtes et de pizzas, comme dans beaucoup de pays européens. Alors, une autre chose qu'on peut dire sur le rapport des Français à l'alimentation, c'est que dans les dernières années, c'est les produits qui sont les stars dans les assiettes, notamment des restaurants. Donc là, je vous ai mis un plat et une carte d'un bistrot toulousain. Alors, je ne sais pas si vous pouvez lire, mais je vais vous lire un intitulé de plat. Donc, c'est navarin de veau au caramel noir, navet, carottes fan et pommes de terre amandine aillées. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les plats sont souvent dans leurs intitulés une énumération des ingrédients qui les composent. Et donc là, on voit bien qu'il y a on remet au centre des assiettes les produits. Et c'est intéressant de voir que voilà la variété de la pomme de terre est même mentionnée dans ce plat. C'est aussi parfois le cas de l'origine. Donc là, on a une salade de lentilles du Pays d'Oc. Et donc ça fait partie de cet intérêt qu'on a en France pour les produits, pour l'origine des produits. Donc il y a ces AOP pour appellation d'origine protégée qui correspondent à des produits qui sont faits sur un territoire particulier et donc où on reconnaît la valeur soit d'un terroir, soit d'un savoir-faire qui est lié à un territoire. Et voilà, on va donner une appellation pour certains produits. Donc peut-être vous connaissez certainement beaucoup de fromages, voilà, comme le reblochon ou le camembert de Normandie. Il y a évidemment beaucoup de vins. Et là, récemment, j'entendais l'humoriste Nicole Ferroni qui disait qu'elle faisait une cure de crème d'Issigny qui est donc produit en Normandie dans le Calvados. Et donc, on voit bien qu'en France, il y a un grand attachement à certains produits. Si vous avez envie de découvrir des restaurants, bien qu'ils soient fermés en ce moment, je vous recommande la chaîne YouTube de la journaliste Emmanuelle Jarry, qui s'appelle C'est meilleur quand c'est bon. Elle présente de nombreux restaurants. Alors en ce moment, elle fait plutôt la cuisine à la maison, mais dans des vidéos qu'elle a tournées précédemment, elle aborde des sujets assez intéressants en parallèle des critiques qu'elle fait des restaurants. Donc là, je vous ai mis
3 liens vers des vidéos. Donc, on va pas toutes pouvoir les regarder aujourd'hui, mais je les ai mis dans le dossier pédagogique qui accompagne ce webinaire et qui est sur le site de l'Institut français. Donc voilà, on la voit à Largo, qui est donc un restaurant boucherie. Donc là, on voit encore l'importance des produits dans les restaurants. Et voilà, elle fait un appel à la tolérance entre ce qu'elle appelle les viandards, donc les consommateurs de viande, et les véganes qui ont renoncé à la consommation de produits animaux. Et donc voilà, elle dit qu'on est dans une république et que chacun devrait bien pouvoir faire ce qu'il veut. Et donc ça, je me dis que ça peut être intéressant comme document ressource pour mener des débats en classe. Elle va aussi en Guadeloupe et elle déguste de nombreuses spécialités de l'île. Donc ça peut être intéressant, voilà, pour voir la cuisine d'outre-mer et voilà, et partir de métropole. Et on va regarder maintenant un petit extrait de la vidéo où elle est au bistrot du Maquis, qui est un bistrot du 18e arrondissement à Paris, où elle a commandé au chef, qui est un ancien de la Tour d'Argent, donc ce restaurant qui est au sommet de la Tour Eiffel. Elle a commandé donc un plat de canard au sang, et on va voir quelle est la spécificité de ce plat. Alors ça, c'est cuit d'abord dans la graisse de canard et ensuite c'est revenu au beurre. Ah voilà, ça va être magnifique ça. On va manger au bistrot. Bah voilà. Là c'est quoi? Alors la sauce au sang. Ah bah voilà. On ne saigne pas le canard, donc il est étouffé pour qu'on garde tout le sang à l'intérieur. Et donc quand on rôtit le canard sur sa carcasse, Ouais. le sang va se liquéfier un petit peu et c'est avec ça qu'on va lier la sauce. Premier service avec sa sauce au sang. Bah voilà. Étouffer les canards, on pourrait dire tiens c'est un peu plus barbare et il n'y a que certains élevages en France qui ont le droit de le faire au nom de l'exception culturelle. Est-ce qu'on préserve certaines pratiques au nom de l'exception culturelle et d'une tradition et la cuisine c'est la culture, ou est-ce qu'on arrête tout ça parce qu'on dit non on veut plus rien, on fait table rase? Alors moi je suis pour l'exception culturelle. Alors ça c'est cuit d'abord dans la graisse de canard? On voit ici que Emmanuel Jarry défend cette idée qu'il faudrait une exception culturelle. Et donc ça peut être une thématique qui est intéressante à aborder dans des débats en classe pour savoir voilà ce qu'on en pense. Est-ce que au nom d'une tradition, on va continuer à étouffer les canards, ce qui est une pratique qui peut voilà sembler critiquable, ou est-ce qu'on doit arrêter de faire de manger du canard au sang et de tuer les canards de cette façon? Ça peut être effectivement, je pense, un débat qui peut être intéressant à mener en classe. Donc voilà, je vous invite à consulter cette chaîne qui présente de nombreux restaurants. Et donc maintenant, pour passer dans d'autres activités qu'on peut proposer aux élèves, je vois que Cyrielle nous a rejoint et donc on va vous présenter quelques activités pour donner l'appétit d'apprendre le français. Je voulais vous rappeler que si vous le souhaitez, vous pouvez toujours voilà commencer à préparer des questions, soit sur les activités pédagogiques ou pour Thierry Gérante pour la fin du webinaire. Donc Cyrielle, je te laisse la parole pour parler de ton projet France Marmite. Oui, merci beaucoup Hélène. Alors, avant de commencer à parler des activités France Marmite, je vais faire un petit rappel de ce qu'est le programme France Mobile. Comme ça, tout le monde pourra comprendre pourquoi je suis ici dans ce webinaire aujourd'hui. Donc France Mobile, c'est un programme de l'OFAGE en collaboration avec des partenaires comme l'Institut français d'Allemagne ou l'ambassade de France en Allemagne, par exemple, qui permet chaque année à 12 animateurs et animatrices français et françaises de sillonner les routes d'Allemagne pour aller à la rencontre des élèves allemands dans les établissements d'enseignement scolaire, d'enseignement professionnel et général, dans le but de les motiver à apprendre le français et dans le but de les inciter à découvrir la langue française, la culture française et les cultures francophones.
Donc, pour ce faire, on utilise différents médias et supports comme le son, la vidéo, les images, mais aussi beaucoup la gestuelle, puisqu'on intervient voilà, en chair et en os devant les élèves. Et le but, c'est vraiment donc de donner une image beaucoup plus moderne de la France, de la langue française et de la francophonie. Donc, chaque animateur ou animatrice est responsable d'une ou plusieurs régions en Allemagne. Pour ma part, je suis responsable de l'ouest de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Donc, je suis basée à Düsseldorf, mais je vais aussi à Wuppertal, à Münster ou alors à Osnabrück, par exemple. Et chaque semaine, on planifie 3 visites d'école du mardi au jeudi et on réalise des animations de 45 minutes environ par classe. Donc tout l'intérêt du programme France Mobile en fait réside dans le fait qu'une personne dont la langue maternelle est le français intervienne dans les classes et puisse faire des animations avec les élèves pour les motiver davantage à apprendre le français. Malheureusement, au vu du contexte actuel, on a été obligé de repenser un petit peu le programme France Mobile, puisqu'il n'était plus possible pour nous d'aller dans les écoles et de faire des animations avec les élèves. Mais il était quand même toujours important pour nous de continuer à avoir contact avec les enseignants et de continuer à leur proposer des animations ludiques, mais aussi pédagogiques, pour qu'ils puissent, eux, de leur côté, continuer à motiver leurs élèves à apprendre le français et à ne pas abandonner l'apprentissage de cette langue. Donc est née l'idée France Marmite, qui est une initiative qu'ont eu Noémie, l'animatrice France Mobile de Stuttgart, et Héloïse, l'animatrice France Mobile de Munich, et avec qui j'ai discuté pour qu'on puisse mettre en place concrètement ce projet. Et donc le but de France Marmite, en fait, c'est que chaque semaine, on a proposé pendant 3 semaines une recette française facile à réaliser à la maison. Donc, on a eu la mousse au chocolat, les gougères au fromage et les pains au chocolat, puisqu'en fait, on s'est dit, pourquoi ne pas allier l'utile à l'agréable en mettant à profit un de nos passe-temps favoris pour créer des animations ludiques et pédagogiques. Donc, durant ces 3 semaines, voilà, on a proposé ces recettes, mais en plus de proposer des recettes, on a voulu aussi proposer des activités que les élèves pourraient faire en ligne pour, bien sûr, avoir toujours cet aspect pédagogique et apprentissage de la langue française ou découverte des cultures francophones. Donc, pour ce faire, on a monté un dossier pédagogique qu'on a posté chaque semaine sur la page Facebook de l'Institut de France Mobile. Et on a envoyé aussi un mail à tous les profs avec lesquels on était en contact en les invitant à transmettre le dossier qui était sous format PDF à leurs élèves et dans lequel tous les élèves pouvaient retrouver toutes les animations qu'on a créées. Donc, on est parti sur des animations ouvertes à tous les niveaux de langue, en fait, donc du très débutant au plus avancé, ce qui permettait vraiment à chacun de pouvoir se retrouver dans les animations qu'on proposait. Et donc, on a déjà commencé par des animations du type Educandi. Donc, je vais vous présenter un petit peu cette interface, puisque c'est une interface qui est vraiment très, très facile d'utilisation, avec laquelle on peut faire vraiment beaucoup d'animations en rapport avec le vocabulaire. Donc, par exemple, on a créé un memory avec Educandi. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'on peut agrandir l'écran, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, vous voyez ici sur l'écran, on a un jeu, donc un jeu de memory qui est tout prêt à être utilisé et sur lequel les élèves n'ont qu'à cliquer en fait pour pouvoir créer des paires de mots. Donc, on a le mot en version française et le mot en version allemande. Et comme ça permet tout simplement de retenir un petit peu plus le vocabulaire et de faire une petite introduction à la recette qui va arriver par la suite. Donc, sur Educandi, on peut faire un memory. On peut faire aussi un jeu qui s'appelle Matchup, qui est aussi très facile d'utilisation. Et donc, le but, en fait, avec Educandi, c'est simplement de rentrer les mots. Il vous suffit, en fait, simplement de créer un compte, simplement en rentrant une adresse mail et un mot de passe, mais c'est gratuit entièrement. Et les élèves n'ont pas le tout à se créer de compte pour pouvoir jouer après. Donc, du moment où vous êtes créé votre compte, vous pouvez rentrer des paires de mots
sur le site et le site va vous proposer lui-même des activités que vous pouvez publier ensuite à vos élèves. Donc Matchup, c'est un autre exemple d'activité que vous pouvez proposer aux élèves. Donc là, les élèves ont simplement à remettre le mot allemand dans la case qui correspond au mot français. Donc on est un petit peu sur un memory, mais pourquoi pas simplifié du coup, puisque là, les élèves ont vraiment les mots sous les yeux. Donc là, c'est le genre d'animation qu'on a utilisé pour un niveau plutôt débutant et qui permettait tout simplement d'introduire notre set, puisque là, les activités qu'on a vues concernaient les gougères au fromage. Donc les élèves pouvaient vraiment apprendre le vocabulaire des gougères au fromage, des aliments nécessaires pour faire les gougères au fromage, pour ensuite lire la recette correctement et la réaliser à la maison. Sinon, pour un niveau un petit peu plus élevé, on a le mot caché. Voici quelques recettes. Donc, on peut faire un mot caché via le site Word Search Labs. Et donc, en fait, c'est aussi très facile d'utilisation. Pas besoin d'inscription du tout pour utiliser ce site. Il vous suffit de remplir l'adresse. Et ensuite, sur le site apparaît en fait un petit encart dans lequel vous rentrez les mots que vous voulez voir apparaître sur le mot caché, sans accent, évidemment, ce n'est pas possible de mettre les accents, mais vous rentrez le nombre de mots que vous souhaitez. Ensuite, vous indiquez aussi la direction dans laquelle les mots peuvent apparaître. Vous rentrez également la taille du document que vous souhaitez éditer. Et à la fin, il vous suffit simplement de rentrer un petit mot de passe qui vous permet en fait uniquement de pouvoir ensuite publier votre mot caché et donc de pouvoir le transmettre à vos élèves. Et ce qui est très bien avec cette interface, c'est qu'en fait, vous pouvez soit permettre à vos élèves de jouer en ligne, mais vous pouvez également imprimer le document en version PDF et donc après, pourquoi pas l'utiliser lorsque vous serez de retour en classe ou pour que vos élèves auront aussi la possibilité de l'imprimer et d'y jouer en version papier. Donc voilà deux types d'activités qu'on a mises en place avec mes collègues France Mobile. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que certes, au début, faire ce genre d'animation, ce n'était pas forcément de notre sort, qu'il a fallu prendre un petit peu de temps pour tester différentes interfaces, mais qu'au final, en testant, en tâtonnant un petit peu, on arrive très facilement à créer de nouvelles choses. Et ça permet en fait d'avoir un éventail d'activités très, très intéressantes pour les élèves. Et donc, comme ça, ni les élèves ni vous ne vous ennuyez quand vous voulez mettre en place une activité autour d'un thème particulier. Si jamais on a édité un petit document concernant les outils qu'on a utilisés pour France Marmite, donc à chaque semaine, à chaque recette, il y avait des activités différentes. On a fait aussi des textes à trous sur des musiques. On a fait un Kahoot aussi pour faire plutôt des quiz. Et ce document, vous le trouverez directement dans le dossier pédagogique à l'issue du webinaire. Donc, toute la marche à suivre est expliquée dans le document. Donc, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème pour réaliser ensuite les activités à la maison. Voilà. Donc, merci Cyrielle pour cette présentation. Je vois que mon collègue a mis la page Facebook dans le chat, donc n'hésitez pas à aller la consulter et à la suivre pour pouvoir voilà, recevoir les nouvelles activités des France Marmite, mais aussi des autres France Mobile qui proposent des activités sur d'autres thématiques. Ouais. Effectivement, donc dans le dossier pédagogique que nous avons préparé, vous pourrez retrouver toutes ces activités. Je vais vous présenter 3 autres propositions que nous avons préparées pour vous. Donc, l'une d'elles est destinée à un public, voilà, des élèves tout à fait débutants, et donc s'articule autour de la thématique de la communication non verbale. Parce que je pense que c'est toujours important de rappeler aux élèves que quand on est dans une impasse communicationnelle, on peut essayer de s'aider de ses mains. En allemand, on dit même des mains et des pieds. Et donc, pour cela, voilà, je vous propose d'utiliser un petit film qui s'appelle « Un petit plat pour l'homme », qui est un très court métrage de Corentin Charon, qui met donc en scène 2 astronautes. L'un est dans un vaisseau spatial et
doit concocter une blanquette de veau, donc un plat en sauce qui est un grand classique de la cuisine française et comme vous l'avez vu, qui est un des plats préférés des Français. Le problème, c'est qu'il ne sait pas tellement comment s'y prendre et il va demander de l'aide à son collègue qui est en train de réparer le vaisseau dans l'espace. Je vous propose de regarder un court extrait de ce film. C'est un tout petit film où on voit que bien que les deux protagonistes ne peuvent pas échanger, communiquer à l'oral, ils arrivent à venir à bout de cette recette. Donc je propose des activités avec des questions, donc qui relèvent plus de la compréhension écrite, dans la mesure où c'est un film qui est sans parole, où on a juste quelques petits sons. Et donc là, l'enjeu est de comprendre les questions et les réponses et de bien avoir observé le film. Je pense aussi que ce qui peut être intéressant, c'est de se prêter au jeu, c'est-à-dire de proposer aux élèves soit sous forme de vidéo, soit en classe ou sous la forme d'un jeu de mime, d'essayer de se faire deviner des ingrédients à la façon de ces deux cosmonautes. Donc voilà pour cette première activité. J'en propose une seconde qui est destinée cette fois à des élèves d'un niveau intermédiaire, donc plutôt un niveau B1, voire B2. Mais je pense que c'est quand même accessible à des élèves de 10e. Donc sur la thématique du goût et des dégoûts, parce que je pense que à l'heure où on peut parfois être étonné que dans d'autres cultures, on mange des chauves-souris ou du pangolin, il est bon de rappeler que le goût est une chose qui est très culturelle, qui est liée à nos habitudes, à notre histoire. Et donc, pour cela, je vous propose une activité autour d'un épisode de carambolage, donc qui est intitulé Le steak haché ou en allemand Hacksteak à la française. Et qui peut être donc utile pour se préparer à un voyage, même si en ce moment les perspectives de voyage sont un peu lointaines. Et donc dans cet épisode, le petit Horst est en voyage en France, et on lui sert un steak haché et il est assez désarçonné à la vue de cette viande qui est cuite très peu, donc qui est saignante et qui n'a rien à voir avec les boulettes ou les fricadelles allemandes qu'il connaît et qu'il trouve d'une grande fadeur. Donc, il existe beaucoup de vidéos de carambolage sur les différences culturelles en termes de nourriture entre la France et l'Allemagne. Mais je trouve celle-ci particulièrement amusante. Et donc, je propose quelques questions de compréhension orale sur cette vidéo pour essayer de comprendre les différences entre le Hacksteak en Allemagne et le steak haché en France. Une autre ressource qui peut être intéressante pour parler de cette question des goûts et des goûts, c'est la bande dessinée de Leslie Plehé, donc qui est intitulée « Il faut toujours goûter avant de dire je n'aime pas ». Elle a été publiée sur un blog qui s'intitule « À boire et à manger » de l'auteur Guillaume Long qui avait invité Leslie Plehé. Je vous recommande ce blog si vous êtes intéressé par la cuisine. Il y a de nombreuses illustrations et histoires et des recettes aussi même. Et donc dans cette bande dessinée là, Leslie Plehé
explique dans quelle mesure le fait qu'elle ait eu une éducation permissive où elle n'était jamais obligée de finir ses assiettes, eh ben, va être voilà, une éducation salvatrice quand elle est dans une situation où elle doit manger un plat qu'elle n'aime pas du tout en Allemagne et où elle va faire preuve d'honnêteté et dire qu'elle n'aime pas ce plat. Et donc, ce qui va lui permettre de ne pas être obligée de le manger en entier, voire d'en reprendre comme son amie qui, elle, est trop polie. Donc, dans le dossier pédagogique, j'ai bien sûr mis le lien où vous pourrez consulter voilà, l'intégralité de la bande dessinée et je propose cette fois une activité de compréhension écrite avec des questions. Une fois qu'on a vu et lu ces deux ressources, on peut se prêter au jeu. Donc, vous pouvez proposer à vos élèves d'écrire un récit où ils raconteraient la pire expérience culinaire de leur vie. Donc, voilà, en leur posant la question, tu as mangé un plat très mauvais, raconte. Je sais pas, peut-être que si vous voulez, vous pouvez nous faire part de votre pire expérience culinaire en France. Une autre activité qu'on peut proposer aux élèves, c'est cette fois de se mettre en empathie et d'essayer de réfléchir à quel plat pourrait traumatiser un étranger et de leur demander à la fois de décrire la recette et voilà, de produire un dialogue pour essayer de convaincre un Français de manger un plat qui est voilà, de prime abord un peu rebutant. Alors oui, je vois qu'on me dit traumatiser un peu fort. Oui, bon là c'est effectivement, on pourrait dire dégoûté ou rebuté. Là c'était aussi pour avoir un mot transparent et facile à comprendre. Je pense que effectivement traumatisé c'est peut-être pas tout à fait le cas, mais c'est vrai que parfois on peut être surpris en fait quand on voit les façons dont sont préparés certains plats ou bien les dénominations. Ah oui, je vois Aneta Glavier qui dit l'andouillette, elle pensait que c'était une bratwurst alors que l'andouillette c'est fait avec les abats, donc ça a une odeur extrêmement forte et c'est vrai que c'est très particulier. D'ailleurs, il y a un épisode de carambolage sur l'andouillette que vous pouvez aussi regarder. Donc, une dernière activité que je propose, c'est donc de faire un jeu de rôle à la façon de l'émission Un dîner presque parfait. Donc, vous pouvez trouver sur Internet de nombreuses vidéos avec des extraits de cette émission et je les donne dans le livret pédagogique. Donc, je vous résume le principe, c'est donc 5 candidats s'invitent mutuellement à manger les uns chez les autres et ils préparent tous un repas pour lequel ils ont choisi un thème. Et donc, autour de ce thème, ils vont proposer une petite animation, une activité. Ils vont faire une décoration et un menu autour de ce thème. Et donc là, je propose une fiche où les élèves en groupe vont eux aussi devoir se prêter à ce jeu-là et vont devoir imaginer une animation et concocter un menu en lien avec un thème. Et ensuite, chaque groupe pourra présenter son projet et ensuite les élèves se donneront des notes mutuellement. Donc là, ça permet à la fois de s'exprimer à l'oral et aussi voilà, d'exprimer son opinion et de justifier ses choix pour élire voilà, le plat ou la soirée qui semble la plus réussie aux camarades. Donc, je voulais mentionner le fait que dans les dernières années, on assiste voilà, à disons une starification presque des chefs qui passent beaucoup par des émissions de télévision, voilà, des concours culinaires où la cuisine est mise à l'honneur, mais aussi ceux qui la font. Et c'est vrai que ça a beaucoup redoré l'image
des cuisiniers, mais aussi de tous ce qu'on appelle les métiers de bouche, c'est-à-dire les artisans, voilà, bouchers, les boulangers, et que on reconsidère aussi les études en lien avec la cuisine, qui ne sont plus considérées comme des voies, disons, qu'on appelait parfois des voies de garage, qui étaient des voies pour les mauvais élèves, ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui. Et les jeunes sont de nouveau attirés par les métiers de la cuisine. Et donc, justement, pour parler du travail de cuisinier, voilà, j'appelle Thierry Gérante à nous rejoindre. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vais lui en poser quelques-unes, mais bien sûr, je poserai également les vôtres. Donc, rebonjour Thierry. Bonjour à tous, j'espère que ça se passe bien. En tout cas, j'ai écouté, j'ai trouvé très intéressant l'intervention. Il y avait des choses sympas. Je suis plutôt d'accord sur ta façon de voir les choses. Très sympa. D'accord, ouais. Après, on peut en discuter. Hein. C'est souvent les effets de mode dans la cuisine donnent aussi beaucoup lieu à des controverses. La première question que je voulais te poser sur ton travail, c'est quelle est la spécificité du travail de cuisinier quand on est dans une ambassade? Alors, dans une ambassade, c'est assez sympa parce qu'en fait, la spécificité est assez large. En fait, elle regroupe beaucoup de domaines. Tout d'abord, il faut pouvoir faire à manger directement à une personne seule, donc l'ambassadeur ou l'ambassadrice. Donc, il faut être capable de faire la petite popote du jour avec des choses simples parce que quand on va manger tous les jours dehors, on a envie, comme chez soi aussi, de manger très simplement. Donc, on fait à manger à l'ambassadrice de façon personnelle, mais du coup, on fait aussi à manger à l'ambassadrice pour toutes ses représentations, c'est-à-dire pour tout ce qu'elle fait à l'extérieur, tout ce qu'elle fait aussi à l'intérieur de l'ambassade, au niveau cocktail, buffet. Il y a aussi toutes les visites officielles, il y a aussi les visites de ministres, on en a quasiment une par semaine à Berlin parce que c'est une ambassade qui est très liée avec la France où il y a des décisions qui se prennent. On s'occupe aussi quand notre président vient. On a aussi beaucoup de services à l'ambassade comme l'Institut français ou d'autres services qui aiment organiser des choses. Donc nous, on a aussi une spécificité à Berlin, c'est que l'ambassade de France et le consulat et la résidence de l'ambassadrice se trouvent au même endroit. Dans beaucoup d'autres ambassades dans le monde, tout ça, c'est séparé. Donc, cela fait qu'on peut au final faire beaucoup d'événements pour beaucoup de choses différentes. Et en plus de tout ça, nous sommes ouverts parfois à des entreprises extérieures qui souhaitent venir profiter de nos magnifiques salons qui sont en direction de la porte de Brandenburg sur la Pariser Platz. Donc, j'ai envie de dire qu'on fait aussi bien des repas, des dîners, des cafés couronnes, des cocktails, voilà, buffets. Donc, c'est vrai que le métier en ambassade est assez sympa. À Berlin, en tout cas, il y a des ambassades qui sont plus petites, mais à Berlin est très, très diversifié sur plein de plans différents. Voilà. D'accord. Et en termes de cuisine, est-ce que on est tenu de représenter la France d'une certaine façon, à ton sens? Oui, je pense vraiment que, on ne peut pas travailler en ambassade si dans notre cœur, on ne croit pas qu'on peut un petit peu apporter une plus-value à notre métier. C'est-à-dire que pour moi, la cuisine, ça passe aussi par le partage. Il y a des décisions qui se prennent parfois à table sur des décisions importantes. Et je pense que quand on est autour d'un bon repas, avec un bon vin, dans une atmosphère conviviale, il est toujours plus facile de prendre des décisions dans une atmosphère, on va dire, plus agréable. Et du coup, ça permet de détendre vraiment l'atmosphère. Au jour d'aujourd'hui, pour vous donner un peu des chiffres, c'est à peu près 300 événements à l'année à l'ambassade. Donc voilà, c'est énorme. Quand on reporte ça, qu'on sait qu'on ne travaille pas trop les week-ends et le soir, il y a des jours où on fait 4-5 événements différents. Il y a aussi beaucoup de conférences, des choses comme ça, parce qu'on a un auditorium. Les gens viennent par exemple, boire un verre à la fin, avoir un petit cocktail. Et surtout, ce qui est sympa, c'est qu'on peut faire tout du début à la fin. J'ai un chef qui s'occupe que du pain quasiment et des fumaisons. On peut voir derrière moi, d'ailleurs, derrière là-bas, c'est un fumoir qu'on a construit nous-mêmes. Donc, on fait nos fumaisons froides et chaudes. Et on essaie de se rapprocher du pays dans lequel on est. C'est-à-dire que en France, on va plus sur les fumaisons froides. Ici, ils sont plus dans le nord, surtout sur des fumaisons chaudes. On s'est mis aussi à faire des fumaisons chaudes. On travaille avec des fermes aux alentours de Berlin. On essaie d'être aussi local et saisonnier parce que je pense que c'est aussi important que de promouvoir les produits français. Il faut vraiment garder ça en objectif. Et j'ai beaucoup aimé parce que justement, on en parle beaucoup aujourd'hui.
avant le bio, tout ça, pour moi, le plus important, c'est de manger local et saisonnier. Voilà. D'accord, ouais. Donc on voit que cette tendance française est aussi vraie pour les chefs qui sont à l'étranger. Je me demandais quelle différence vous observiez en tant que cuisinier entre la cuisine allemande et la cuisine française. C'est sûr qu'on ne va pas forcément avoir toujours la même façon de sublimer les produits. J'ai déjà eu une expérience avec un chef allemand, Michael Kempf, qui travaille au Facile, qui a maintenant 2 étoiles au guide Michelin. Je venais juste de débarquer en Allemagne et c'était très intéressant de voir qu'on peut créer 2 recettes complètement différentes avec les mêmes ingrédients de départ et de partir dans des goûts totalement différents. Aussi, il y a aussi la place que prend la gastronomie, la nourriture dans chaque société, elle est un petit peu différente. Je sais qu'en France, on a énormément besoin à la fois et de se nourrir, mais de prendre beaucoup de plaisir à manger. En Allemagne, c'est vrai aussi, mais peut-être qu'il y a des repas comme celui du soir où en France, il faut toujours une entrée, un plat, un dessert. Je vois, parce que moi, mon fils, par exemple, pour prendre l'exemple, est à moitié berlinois, allemand, il a grandi et il est né ici. Donc, voilà, il y a des tendances différentes sur la façon dont on consomme. Et surtout, je pense que les Français ont un côté peut-être à être plus lourd dans différents repas, alors que les Allemands ont un gros repas le matin et après plus des petits encas. On n'a pas positionné les choses de la même façon, en fait. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a des différences de rythme dans la prise des repas. Voilà. Les Allemands ont une journée qui commence aussi bien plus tôt que celle des Français. Exactement. Et c'est vrai qu'on mange souvent des plus grosses portions et moins de plats différents. C'est ça. Ouais, il y a une question de Agnès Fama donc qui demande: faites-vous attention à surtout proposer de la cuisine française ou avez-vous choisi d'être international? Alors, nous, à Berlin, on a vraiment choisi d'être international. En fait, mon second de cuisine, donc mon chef est français, mon second est allemand et mon chef pâtissier est italien. Donc, on est un peu sur l'Europe et on en reviendra un peu après. Mais au jour d'aujourd'hui, la cuisine, elle est plus cantonnée. Tu as parlé tout à l'heure que les Français aiment beaucoup les plats qui viennent du sud, autour de la Méditerranée, on va dire, bassin méditerranéen. C'est aussi les colonies qui ont apporté beaucoup, il y a eu du négatif, mais il y a eu du positif dans la richesse de nos épices. Il y a aussi eu des échanges culturels qui ont participé à ça. Il y a eu ça moins à l'époque en Allemagne, sur certains échanges, et on voit bien que maintenant ça arrive. Aujourd'hui, la cuisine, elle part sur la mondialisation aussi, comme la tendance des êtres humains qui vivent sur la planète. Je pense que la cuisine, tout le monde a besoin de manger, elle suit un peu les tendances de société générale. Oui, alors il y a une question où je ne saurais pas tellement comment répondre, peut-être que toi tu auras une idée, de Aneta qui demande à quel point le slow food est répandu en France. En fait, le slow food, c'est un peu complexe et c'est vrai parce que c'est pour un peu contrer le côté fast food. Fast food, ça veut dire manger vite, ça veut dire qu'on n'a pas le temps. Mais le fast food a été associé à la malbouffe. Mais on peut aussi se dire qu'on mange un sandwich de façon rapide et de façon équilibrée. Et dans la même chose, on peut manger doucement des produits industriels ou des produits de qualité. Au jour d'aujourd'hui, on a compris en France que manger rapidement, c'était pas bon pour la santé, c'était pas bon pour le stress. Donc, c'est vrai qu'on commence à revenir sur le slow food. Je vais pas vous dire, je connais pas les proportions exactes, mais je pense que c'est une tendance qui revient en arrière. Après, c'est une tendance culturelle en France. On est capable de passer un dimanche après-midi de 11h du matin entre l'apéro et le dessert jusqu'à 16h de l'après-midi à table en famille. Et donc, j'ai envie de dire, le slow food a toujours, c'est un nouveau terme maintenant qui est très à la mode, mais il a toujours eu lieu en France. D'accord, ouais. On prend beaucoup de temps de manger. Oui, et il faut aussi dire que peut-être il y a eu des plats de fast-food comme les hamburgers qui ont été très à la mode et qu'on a remis dans la gastronomie française. Exactement. Burger, quand on fait le pain chez soi à maison, et d'ailleurs, il y a des recettes qui sont très faciles à trouver maintenant, qu'on prend de la viande de qualité, qu'on prend des bons produits, un burger, pour moi, c'est pas négatif. Après, si on prend une viande industrielle qui est pas très bonne, un mauvais pain et tout ce qui va dedans, voilà. C'est vraiment, il faut pas penser qu'il y a un produit qui est bon ou qui est mauvais, c'est la façon dont on le consomme et c'est surtout la façon dont nous, on le consomme. C'est-à-dire, c'est à nous,
de montrer aux gens qu'on a besoin d'avoir des produits de qualité. L'industriel, il va faire ce qu'on lui demande, en fin de compte, ce que le consommateur veut. Donc, si le consommateur lui dit « nous voulons quelque chose de qualité », l'industriel, il va s'adapter. D'accord, ouais. Oui, non, ça c'est une chose qui est certaine. Il y a une question de Guillaume qui demande combien de personnes sont engagées à l'ambassade, donc dans les cuisines, et est-ce que vous travaillez 24 heures sur 24? Non, on ne travaille pas 24 heures sur 24. Moi, j'étais dans le privé avant. On a la chance en ambassade de travailler un peu moins souvent que dans le privé le soir. On ne travaille pas les week-ends de façon peut-être quelques week-ends dans l'année parce que ce n'est pas l'activité principale de représentation administrativement parlant, c'est-à-dire avec les ministres, tout ça se passe plutôt en semaine. Et c'est vrai que c'est pas… et la deuxième partie… au jour d'aujourd'hui, alors attendez, je reprends la question. Combien il y a de personnes à l'ambassade qui travaillent? Voilà. Le nombre de personnes en cuisine, ils sont 3. Ensuite, ils sont donc un chef, un second et un pâtissier. En salle, nous sommes 4. Donc, je suis l'intendant et j'ai 3 maîtres d'hôtel sous mes ordres. Et ensuite, on travaille énormément lorsqu'il y a des événements avec des extras. On essaie de garder depuis 4-5 ans les mêmes personnes qui viennent. Donc, c'est des gens qui viennent de tous les milieux. C'est très intéressant aussi parce que du coup, ça permet de ne pas être tout le temps avec les mêmes personnes. On est un peu comme une petite famille, nous, à l'intérieur de l'ambassade, à la résidence. Voilà, on a notre petite place derrière pour cuisiner et être ensemble. On mange tous ensemble. Et c'est international et une petite équipe très confortable avec un petit côté famille. Voilà. Il n'y a pas toujours dans certains restaurants où on est plus dans le rush avec le travail qui est beaucoup plus dur. Voilà. D'accord, mais j'imagine que sur certains événements, vous avez des équipes qui sont bien plus grandes. C'est ça. Donc, sur les gros événements, comme par exemple le 14 juillet, on passe avec 40 serveurs et 15 personnes en cuisine. On fait des événements pour parfois des grosses entreprises comme Sanofi ou Dassault, où là, ils demandent des niveaux proche de l'étoilé Michelin. Ce qu'il faut savoir aussi, par exemple, le pâtissier, il va faire même les mignardises, il va faire ses chocolats, ses pâtes de fruits, ses nougats. Enfin, tout est fait maison chez nous du début à la fin. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'un restaurateur, financièrement, il n'a pas la force de frappe pour arriver à faire toujours ce qu'il veut. Il va faire de son mieux, mais à un moment donné, il doit vendre ça dans un coût correct pour que les gens puissent le consommer. Nous, à l'ambassade, on a la chance d'avoir un outil déjà qui nous est apporté de façon gratuite, c'est-à-dire qu'on n'a pas, comme un restaurateur, un loyer à payer ou tout ça. Donc, on concentre toute notre force sur la qualité des produits qu'on travaille. D'accord. Alors, oui, en termes de qualité, donc Agnès nous demande est-ce qu'il est facile de bien cuisiner en respectant la planète Est-ce qu'on doit boycotter certains produits par exemple, à titre personnel, mon fils adore l'avocat. Avant, on en mangeait quasiment un par jour. Quand j'ai su la quantité d'eau qu'il fallait pour faire un avocat, les endroits de la planète qui sont asséchés pour faire pousser des avocatiers, on en mange maintenant 1 ou 2 fois par mois. Oui, je pense qu'à chacun, je le répète, c'est à nous, le consommateur, d'imposer aux industriels ce que l'on veut. D'accord. Et donc, encore une question d'Agnès qui demande ce qui t'a amené au métier de cuisinier. Alors, c'est intéressant parce que tu en parlais tout à l'heure de cette voie de garage. Moi, quand j'ai voulu faire cuisine, je n'étais pas forcément mauvais à l'école. J'étais dans les 12 de moyenne, enfin, moyen, ni bon, ni mauvais. Et quand j'ai annoncé à mes parents, parce que j'aimais 2 choses dans la vie, la nature et la cuisine, que je voulais faire cuisine, ma mère m'a regardé en disant « Mais t'es pas nul à l'école, pourquoi tu vas faire cuisine ?» Et non, après, il y a eu des explications, on m'a poussé dans cette voie et j'ai pu y arriver. J'ai choisi ça par plaisir. Je pense que c'est beaucoup les odeurs, comme je le disais tout à l'heure, de rester tout un dimanche assis à table avec mes grands-mères qui cuisinaient. Pour moi, l'odorat, il rappelle mon enfance. Il y a des souvenirs. Moi, j'ai beaucoup des odeurs qui me reviennent de mon enfance et je pense que je voulais retrouver ces odeurs et je voulais apprendre comment ma grand-mère, elle faisait pour que ça quiche ou que des choses simples, hein, ou sa petite salade de petites pousses du jardin qu'elle trouvait. On mangeait les pissenlits quand ils étaient jeunes à l'époque avec des petits œufs durs ouverts dedans. Voilà. Ça, c'est des recettes avec des lardons. C'est des recettes qui étaient encore dans ma tête et que je voulais apprendre à faire. Voilà. C'est comme ça que je suis devenu cuisinier. D'accord, ouais. Oui, c'est souvent des souvenirs, des histoires de famille qui poussent les cuisiniers à devenir des professionnels du goût.
Alors, on est dans une période un peu particulière où bien souvent la nourriture est un moyen, est un antidépresseur. Est-ce que tu aurais une petite recette antidéprime à nous suggérer? Ouais, moi j'ai des recettes anti-déprime. Pour moi, la recette anti-déprime, c'est de prendre déjà du plaisir à cuisiner, parce que pour moi, c'est un plaisir en tout cas. Il faut pas que, donc il faut faire quelque chose de simple qui vous plaît. Et je vais retourner un peu en boucle. Je vais vous dire, il faut prendre des produits locaux et de saison. Moi, je suis à Berlin en ce moment. La recette qui me fait plaisir, c'est de faire des asperges tout simplement épluchées, cuites à l'eau avec une petite sauce hollandaise. Donc, pour ceux qui connaissent, vous chercherez un petit peu sur Internet. Sauce hollandaise, c'est des jaunes d'œufs qu'on émulsionne avec un petit peu de citron et d'eau au-dessus d'une chaleur pour lui donner une consistance crémeuse. Et on rajoute un peu de beurre dedans. Donc, c'est… Ah, j'ai été… Allô Thierry, oui, ça y est, je suis de retour, je crois. J'ai eu un… Oui, c'est bon, c'est bon. ça marche. Donc, j'en étais au sabayon et asperges, excusez-moi. Voilà, ça, c'est une recette qui est très simple. Aujourd'hui, par exemple, il y a l'ail des ours, le berlor qui est partout. Ou alors, vous pouvez prendre vos asperges, faire un petit pesto avec ça, juste quelques pignons de pain mixés dans de l'huile d'olive. C'est des produits de saison, c'est des produits frais. Et pour moi, c'est ça qui me fait plaisir en ce moment anti-déprime. C'est de me dire, bah, la Terre, elle continue de tourner, la saison arrive et il y a des nouveaux produits. Pareil, dans la région berlinoise, une petite salade de fraises avec un petit jus d'orange et du basilic à l'intérieur, des feuilles de basilic coupées. C'est très simple à faire. Les enfants adorent. Voilà, c'est deux petites recettes. Moi, je vous conseille de trouver des choses de saison parce que du coup, la cuisine permet aussi d'annoncer les nouvelles saisons. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. D'accord, merci beaucoup pour ces conseils. Voilà, je vois, on n'a plus de questions, donc on arrive au bout de ce webinaire. Donc, je vous engage à nous rejoindre la semaine prochaine pour le webinaire musical Garder le rythme avec Franco Musique. Donc, mon homologue attaché de coopération pour le français, Guillaume Oléière, qui est responsable de la Saxe et de la Thuringe, sera en compagnie de Bérangère Aubineau, qui est chargée de mission au service de la coopération linguistique et éducative à Düsseldorf, et d'Isabelle Caronne, qui est rédactrice pour la maison d'édition Cornelsen. Et donc, ils nous présenteront tous les trois des activités autour de la sélection Franco-Musique, qui est une sélection de musique actuelle qui est proposée voilà, en collaboration entre l'Institut français et la maison d'édition Cornelsen. Donc, c'est de nouveau le 5 mai à 10h. Voilà, merci beaucoup à Cyrielle et à Thierry de leur participation à ce webinaire. Merci à vous de nous avoir suivis. Je suis bien désolée qu'il y ait eu autant de problèmes techniques, mais comme d'habitude, ce webinaire sera en replay sur YouTube, donc vous pourrez le regarder de façon différée. Pour terminer, si vous avez envie de voir Thierry à l'œuvre dans les cuisines de l'ambassade, je vous transmets le lien d'une vidéo qui a été tournée lors de l'événement Goût de France qui a lieu tous les ans. Et donc, on le voit en train de faire des recettes qui ont l'air succulentes dans les cuisines de l'ambassade. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.